Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on va terminer cette partie sur la brisure spontanée de symétrie en discutant du rôle du nombre de dimensions de l'espace-temps. Un théorème qui est dû à Mermin et Wagner dit qu'une symétrie continue ne peut être spontanément brisée que en dimension supérieure ou égale, en dimension supérieure à 2. Pour une symétrie discrète, cette borne inférieure est 1. Donc il faut une dimension supérieure à 1. C'est en fait bien connu, puisque en mécanique quantique, avec un nombre infini de degrés de liberté, qui est alors équivalente à une théorie des champs à une dimension, l'effet tunnel entre minimum classique dégénéré n'autorise qu'un seul état de base symétrique. De manière alternative, on peut considérer l'analogue discret d'une théorie des champs. L'exemple le plus simple que nous avons vu est le modèle d'Ising en mécanique statistique. Comme on l'a vu, les intégrales de chemin sont remplacées par des sommes de termes de la forme E exposant moins E sur kt, avec moins 1 sur kt qui est remplacé par bêta, et E est égal à moins c'est l'énergie, E est l'énergie d'une configuration donnée de l'ensemble des spins, et pour le modèle d'Ising, c'est moins J, somme des sigma I, sigma J, où la somme parcourt tous les sites voisins d'un réseau de spins discrets. Et les sigma I prennent les valeurs plus ou moins 1. Un tel modèle admet une symétrie discrète qui correspond au renversement de tous les spins sigma I en moins sigma I. Comme nous l'avons vu, la symétrie est spontanément brisée avec l'existence d'une température critique et sous T, la température inférieure à la température critique, on a une brisure de symétrie qui oriente les spins, mais cela se produit seulement en dimension 2 ou plus. On l'avait vu pour le cas à une dimension qui est entièrement soluble, il n'y avait pas de rupture de brisure de symétrie, pas de température critique. Aucune transition ne se produit en dimension 1. Cela avait été constaté par Peyers en 1938. Le modèle similaire appelé modèle de Heisenberg remplace les variables discrètes sigma i par des variables, des vecteurs unités qui prennent leur valeur sur une sphère unité, et pour SI à m composantes, la symétrie est le groupe de rotation OM interne à ce vecteur. Et aucune magnétisation spontanée ne se produit pour une dimension inférieure à 3. Le théorème de Mermin-Wagner a été reformulé par Coleman dans le cadre de la théorie des champs. On peut établir cette propriété de ce théorème en montrant que la brisure spontanée d'une symétrie continue conduit à un boson de Goldstone, ce que nous avons vu. Mais dans une théorie avec un espace-temps à deux dimensions, moins, il n'est pas possible de construire un opérateur de champ scalaire sans masse. En effet, la fonction de Weitmann qui correspond à correspondant pour 2 points est donnée par 0, phi de x, phi de 0, 0, qui est égal à l'intégrale de d cube k sur 2pi fois θ k0 delta k carré fois E exposant IKX.
qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de dk1. Donc, une des composantes, on profite de la symétrie par rotation, divisé par 2πk1 fois cosinus k1x1 fois E exposant I K1X1. Et c'est une intégrale qui est divergente infrarouge. Et donc sans signification. En fait, elle est même sévèrement divergente infrarouge. Parce on ne peut mettre en place aucune procédure de soustraction pour éliminer cette divergence pour contourner la difficulté, sans détruire les propriétés fondamentales de la théorie des champs. Par exemple, on peut perdre la positivité de la maîtrise de l'espace de Hilbert. Alors, c'est pas comme pour Guttabeller, les secteurs qui deviennent de normes négatives ne sont pas des secteurs non physiques. Donc la théorie perd sa signification. Une théorie des champs scalaires sans masse est indéfinie dans un monde à 2 dimensions à cause des divergences infrarouges sévères. Dans le langage de la physique statistique, ça revient à dire que les fluctuations sont telles qu'elles divergent en énergie et détruisent tout ordre à longue distance. Un argument simple révèle la nature de ce phénomène de destruction de l'ordre. Utilisons un modèle de Heisenberg classique, discrétisé sur un réseau, et comparons les 2 configurations suivantes, qu'on va appeler A et B. On a une direction, les positions L, L-1 jusqu'à 1, 2, etc. Configuration avec les spins verticaux. Et la configuration avec les spins inclinés, un peu moins inclinés, encore un peu moins inclinés et verticaux. En fait, ici, on prend un angle d'inclinaison θ, et là, θ sur L. Et donc là, θ sur L fois L-1 presque égal à θ. Donc on prend des angles de plus en plus inclinés. Dans ce modèle, l'orientation du spin ne peut varier que le long de l'axe vertical ici. L'action est remplacée par l'énergie qui est proportionnelle à respectivement EA pour celui-ci égale à moins L exposant D, D le nombre de dimensions, L le nombre de spins, et EB est égal à L exposant D moins 1. On voit là l'aspect qui va donner l'aspect critique, somme de 1 jusqu'à L, grand L, de cosinus θ sur L. Le poids relatif de ces 2 configurations est donné par le facteur de Boltzmann, donc en énergie, c'est-à-dire E exposant bêta fois EA moins EB, qui est environ égal pour grand L très grand à E exposant moins bêta fois θ carré fois L exposant D moins 1 demi. Pour D supérieur à 2, on voit que ceci tend vers 0 à la limite thermodynamique. La configuration B a un poids qui est négligeable par rapport à la limite thermodynamique, et pour des températures suffisamment basses. Ce qui signifie que l'ordre longue distance, tous les spins bien alignés, est favorisé.
Tandis que pour d égale 2, et encore moins, enfin pour d égale 1 bien sûr, la moyenne sur les fluctuations détruit cet ordre. Et donc, l'ordre a tendance à totalement fluctuer, pour d égale à 2 ou moins. On peut utiliser des arguments similaires, tout aussi simples, pour montrer que pour une symétrie discrète, la dimension critique est d égale 1. Voilà ce dernier point qui était utile de préciser. On quitte les symétries brisées spontanément, pour le moment, on y reviendra avec le boson de X, et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un autre volet sur les symétries. Nous allons revenir en partie sur les commutateurs courants et leur représentation spectrale. Nous allons parler de l'algèbre des courants. Je vous remercie.